pour terminer notre matinée, on va maintenant s'intéresser, je l'annonçais tout à l'heure, à un bâtiment en particulier, une tour de logement des années 60, conçue à Paris par l'architecte Raymond Lopez, dont on a pu pas mal parler ces dernières années avec le prix Pritzker qui a été donné aux architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, puisqu'ils ont participé à le réhabiliter, ce bâtiment, avec Frédéric Druot. Et à partir de là, ils ont réfléchi à toute une méthode à mettre en œuvre pour adapter les bâtiments d'hier aux usages d'aujourd'hui, pour les augmenter même, ces bâtiments. On va en parler dans un instant avec la directrice générale adjointe de Paris Habitat, avec également le témoignage d'une habitante de cette tour Bois-le-Prêtre. Mais avant cela, je profite du fait qu'on vient de réaliser un court reportage avec les équipes de Thémaprod. C'est un heureux hasard. C'était pour les réseaux sociaux du ministère de la Culture. Alors, on va la voir, cette vidéo, une petite vidéo de 3 minutes qui présente le bâtiment. On regarde ça et puis on en discute juste après. Salut! À l'occasion des Journées nationales de l'architecture, le magazine web Théma.archi s'associe au ministère de la Culture pour vous proposer une série de visites en vidéo au sein de bâtiments iconiques de l'architecture de logement. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, près de la tour Bois-le-Prêtre, conçue par Raymond Lopez au tout début des années 60. À l'époque, il s'agit de l'un des premiers immeubles de grande hauteur destinés à de l'habitation sociale. Le bâtiment évoluera avec les années jusqu'en 2010 où une grande opération de réhabilitation est menée par les architectes Frédéric Druot, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Elle marquera un véritable tournant dans l'histoire récente de l'architecture en démontrant qu'il est possible de composer avec les grands ensembles de l'après-guerre. À une époque où beaucoup de ces bâtiments trop vétustes sont souvent détruits et remplacés, le trio Druot, Lacaton et Vassal veut prouver qu'il n'est pas nécessaire de tout reconstruire à zéro. En modifiant la façade du bâtiment originel pour ajouter ces grandes loggias, les architectes offrent aux habitants une extension de leur appartement qui présente de nombreux avantages. D'abord, bien sûr, la qualité des logements est largement améliorée, plus spacieux, beaucoup plus lumineux. Les habitants bénéficient désormais de ce nouvel espace qui participe également à la régulation thermique des appartements. Ensuite, les travaux ont pu être réalisés en site occupé, c'est-à-dire que chacun a conservé son chez-soi pendant la réhabilitation. Mieux encore, après des années à vivre dans cet appartement, les locataires n'ont pas été sommés de déménager. Ils prolongent leur histoire avec ce lieu et conservent tous les souvenirs et toutes les attaches qui y sont liées. Enfin, l'enjeu écologique d'une telle opération est évident. Pas de destruction, pas de construction neuve, c'est beaucoup moins de matière utilisée et beaucoup moins d'énergie nécessaire pour un chantier d'une telle ampleur. Le succès a été tel qu'il a servi de modèle à d'autres projets, notamment à Bordeaux, dans le quartier Grand Parc, où le même dispositif a été employé à très grande échelle encore, puisque 530 logements ont été rénovés et agrandis de la même manière. En 2021, les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont même reçu le prix Pritzker, très prestigieux prix international d'architecture, pour l'ensemble de leur œuvre, saluant notamment leur capacité à réutiliser l'architecture déjà existante pour construire la ville de demain. C'est tout pour aujourd'hui, la visite est terminée. D'autres vidéos sont à découvrir sur nos réseaux sociaux. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et faites-nous savoir aussi les bâtiments à propos desquels vous aimeriez en savoir plus. À très bientôt, salut! Je suis très heureux de ne pas avoir mis la même veste, parce que j'avais prévu de la mettre aujourd'hui, donc j'ai bien fait de changer mon style vestimentaire au dernier moment. Nous sommes normalement, si tout se passe bien, mais oui, avec Hélène Schwerer. Bonjour Hélène Schwerer. Est-ce que vous nous entendez bien? Peut-être votre micro est désactivé ou... Mais oui, c'est le classique de la réunion Zoom. On est ravis, en tout cas, d'être avec vous. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous devez m'entendre, là, je crois. On vous entend très bien, c'est absolument parfait. Merci de m'accueillir. Mais avec grand plaisir, vous êtes la directrice générale adjointe de Paris Habitat, en charge de la maîtrise d'ouvrage et du développement. On va évoquer ensemble la genèse de ce bâtiment dont on vient de voir une présentation. Également le rôle d'un bailleur social dans le développement de nouvelles manières d'envisager l'architecture. On évoquera également les enjeux du patrimoine des années 60 au sein de votre gigantesque parc immobilier de logements à Paris Habitat. Mais pour commencer, j'aimerais bien que vous nous racontiez aujourd'hui comment ça se passe, la vie dans la tour Bois-le-Prêtre par rapport peut-être à vos autres bâtiments à travers l'Île-de-France. Est-ce que c'est une tour comme une autre? Est-ce que les habitants peut-être y restent plus longtemps que d'autres de vos bâtiments? Est-ce qu'il y a plus de demandes pour y habiter?
Alors, globalement, oui, on a 125 000 logements, hein, dont 97% dans Paris intramuros. Alors, j'entendais tout à l'heure l'invité. La difficulté à Paris, c'est qu'on a un taux de rotation très très faible. On est à 3,5%. Parce qu'il y a un tel gap entre l'offre privée du marché et le logement social qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne bougent pas dans les logements sociaux. Voilà. Sur cette tour, clairement, on a un taux de rotation encore plus faible. Voilà. Alors, je pense que c'est lié au fait aussi qu'on ait travaillé avec les gens au moment de la réhabilitation sur vraiment la constitution, la recomposition de leur logement. Donc, je pense qu'ils sont particulièrement attachés. Voilà. Et je pense aussi que le quartier a été largement remodelé, même s'il y a encore des ajustements à faire. Voilà. Donc, je pense que vivre dans ce bâtiment, voilà, on y vit forcément un peu différemment parce que les surfaces déjà sont beaucoup plus grandes qu'une surface classique du logement social. Et je pense aussi qu'il y a, voilà, ils ont tous bénéficié globalement d'espaces extérieurs, ce qui est quand même quelque chose de rare à Paris, hein, ou en première couronne. Et j'imagine que voilà, les gens n'ont pas envie de partir de leur logement parce qu'il y a ces balcons, ces loggias et ces surfaces supplémentaires qu'on a rajoutées pour répondre vraiment à leurs besoins et à leurs attentes, hein. Juste, cette tour a été créée, il y avait 3 typologies de logements. In fine, avec tout le travail fin de concertation avec les habitants qui a été réalisé avec les architectes et très en amont aussi du projet avec Hélène Françoise Jourdain, fait qu'on a cette typologie. Donc les gens ont vraiment pu travailler finement sur les besoins en pièces supplémentaires ou en moins, ou cuisine ouverte ou cuisine fermée. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors je vous avouerai que ça fait longtemps que je suis plus retournée, j'ai l'impression que le taux de rotation est vraiment très très faible. Et je sais que, bon, une petite anecdote, hein, quand on avait livré ce bâtiment, j'avais eu un coup de fil d'Américains qui étaient en goguette à Paris et qui voulaient juste acheter un appartement en disant on a vu des images et on sait que de là on peut voir la Tour Eiffel, on voit tout Paris et ça correspond à nos critères aussi de la modernité. On va Ouais, ouais, expliquer, ben non, on c'était pas aimerait bien. avant. C'est vrai qu'on aimerait bien acheter un appartement dans la tour Val-le-Prête, effectivement. Racontez-nous, est-ce que c'était pour vous, pour Paris Habitat, est-ce que c'était vu, perçu, pensé comme une expérimentation, ou alors c'est une proposition de réhabilitation et ce sont les architectes qui vous ont poussé à la faire de cette manière un peu innovante? Euh, Globalement, ce que je disais aussi, c'est l'avantage des bailleurs sociaux, c'est que souvent on a un patrimoine ancien qui est assez qui révèle vraiment toute l'histoire de l'architecture. Alors peut-être qu'on a une spécificité, hein. J'aime pas avoir des spécificités, mais en l'état, nous, on a un patrimoine qui s'échelonne du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Quand on travaille dans une ville dense comme Paris, on a des immeubles, voilà, haussmanniens, on a du faubourien, on a des HBM, voilà. Donc on a des patrimoines très très différents et qui font aussi que la question de la réhabilitation se pose tous les jours. On ne peut pas faire tabula rasa sur des immeubles qui marquent le paysage urbain et architectural d'une ville. Euh, quand, voilà, quand on a commencé à réfléchir, parce que ce projet s'inscrit dans la rénovation des ports de Paris, hein, dans le cadre de l'ANRU 1, donc c'était 2004, où là, bah forcément, l'ANRU, même encore aujourd'hui, c'est quand même un peu tabula rasa, on démolit, on reconstruit, ce que disait le prédécesseur, des petites résidences avec plus d'espace, avec des digicodes partout. Nous, on s'est posé la question de se dire, OK, on peut démolir. Donc, il y a des tours de Lopez qui sont venues façonner ses portes à l'époque des Grandes Glorieuses, bien avant même la construction du périphérique. Le périphérique, il a contourné ces immeubles, hein. Voilà, il suit la construction de Lopez de l'époque. Euh, Globalement, on s'était dit, OK, si on démolit, il faut quand même reloger 96 ménages. Euh, Construire à la place, le PLU ne nous permettait pas de construire autant de mètres carrés que ce qui était existant. Et on sait tous qu'à Paris, les charges foncières, comme dans les grandes villes, c'est cher et il y en a très peu. Voilà. Ensuite, on s'est posé cette question quand même de l'environnement. Comment améliorer, entre guillemets, quand même cette tour en termes thermiques, en termes phoniques et en termes de qualité de l'air. Est-ce que c'était possible aussi pour avoir une meilleure maîtrise des charges des locataires? Donc, quand on avait fait un peu tous ces objectifs de retrouver du foncier, reloger des gens qui étaient attachés aussi au lieu dans lequel ils vivaient, même si, je me souviens des premières réunions, tous les ménages me disaient notre tour, c'est Alcatraz. Alors, pourquoi vous venez maintenant? Donc, ils avaient un peu de mal aussi à nous faire confiance, de dire
Globalement, ils ne sont pas là pour faire tabula rasa, mais pour travailler avec nous. Donc, quand on a mis tous ces ingrédients, du coût de revient d'une opération neuve avec un foncier cher, quand on rajoutait le coût de la construction, du relogement, de ce que ça commence à impacter les gens, très vite, on s'est dit que cet immeuble, en regardant aussi en termes de structure, on nous a conduit à se dire, eh ben, on peut le réhabiliter. Voilà. Donc, le choix a été assez vite fait. Et donc, très vite, on a lancé une concertation avec Hélène François Jourda à l'époque, auprès des habitants pour voir comment on pouvait remodeler cette tour. Et on a donc lancé le concours sur la base d'une réhabilitation. Et, Il y a eu pardon, 5 architectes qui avaient Hélène été... Schwerer, juste pour préciser, parce que des réhabilitations, il y en a d'autres à Paris Habitat, celle-ci a quand même une place particulière dans la manière dont elle a été faite. Oui, parce que moi, alors, ça a été, je pense, c'est peut-être un peu prétentieux, je ne sais pas comment le dire, mais c'est une revendication. Voilà. Je pense que globalement, se dire, aujourd'hui, on ne fait pas tabula rasa. Aujourd'hui, on peut se servir de ce qui existe pour le faire muter, pour le faire évoluer, pour le transformer, et avec les gens. Je pense que ça a toujours été une revendication forte de Paris Habitat. Et aujourd'hui, on peut perdurer ça, c'est-à-dire on travaille surtout pour les gens et avec les gens. Je veux dire, voilà. Et quand on a un objet, je ne parle pas d'objet, mais de bâtiment qui permet justement de pouvoir accompagner la transformation de la ville, de la vie des gens, pour s'adapter à leurs besoins, à leurs usages, comme aux normes environnementales, je pense que c'est vraiment un plus. C'est vraiment une question qu'on se pose, nous, au quotidien. Donc, ça a été un bâtiment un peu symbole, c'est nos revendications, entre guillemets. Voilà. Une revendication qu'on a aussi, voilà, on a eu ce même exercice encore récemment dans le cadre de l'ANRU 2 pour sauver encore une tour de Lopez sur la tour des Poissonniers, par exemple. Voilà. Donc, ça Et, fait partie de nos réflexions depuis très longtemps. et c'est tout à fait louable, et c'est le cas effectivement chez Paris Habitat. Et de manière générale, chez les bailleurs sociaux, on a souvent ces innovations. L'histoire de l'architecture de logement nous montre combien c'est souvent du côté de l'architecture sociale qu'on va faire évoluer les pratiques. Est-ce que, enfin, il y a un paradoxe avec ça, c'est qu'en même temps, on a une image souvent assez négative du logement social. Comment est-ce que ça se fait qu'on va pas toujours voir à leur juste valeur? Alors parfois c'est tout à fait justifié, une image négative, mais du coup, souvent des bâtiments qui peuvent avoir, notamment ceux qu'on a pu voir tout à l'heure avec Daniel Lequedic, des bâtiments qui, pour pas mal d'aspects, ont des innovations intéressantes et confortables pour les habitants, vont aussi, ne vont pas pouvoir bénéficier d'une image positive à cause du contexte, on va dire. Moi, je suis toujours un peu étonnée de voir que de toute façon, en France, on n'aime pas le logement social, quoi. Il y a peu de gens qui portent le logement social, sauf ceux qui, comme nous, là, je crois qu'on est nombreux aujourd'hui présents, mais et souvent, moi, je le regrette, hein, quand on parle du logement social, les premières images qu'on a dans les médias, à la télé, partout, on montre des choses qui dysfonctionnent. Quand on parle des problèmes d'insécurité, on montre des bâtiments qui dysfonctionnent. Voilà, c'est systématique. On montre jamais, quand on illustre dans les médias, dans les quotidiens, le logement social et ceux qui y vivent, des bâtiments de qualité. Il y a toujours, je pense, alors moi, voilà, je dis, des fois, les journalistes sont un peu responsables aussi de renvoyer toujours cette image négative de la barre béton abandonnée avec un parking en déshérence. Voilà, donc c'est toujours un peu les clichés. On sait que voilà, ça peut-être que c'est plus vendeur que de se dire que le bâtiment de Sauvage dans le 18e des Améros, que des HBM qui fonctionnent très bien, ou que la tour Bois-le-Prêtre soit des logements sociaux. Voilà. On a pu rencontrer Manuela Alba qui habite à Bois-le-Prêtre. Je n'ai plus l'étage exact. On est au-delà du 10e étage. En tout cas, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'elle y habite. On a pu la rencontrer. Elle va nous raconter en quelques minutes sa vie dans son appartement qu'elle a pu connaître donc avant et après la réhabilitation. Puis on se retrouve juste ensuite pour en discuter. Alors, il semblerait qu'il y ait un petit problème de son qu'on va pouvoir régler, j'en suis sûr, dans un instant. J'attends un retour de la régie. Est-ce que ça vient de moi le problème? Alors, je vais essayer de voir ce qui se passe par ici. Je reviens dans un instant. Voilà, j'aurais comment dire, mis à l'épreuve mon sang-froid ce matin avec vous. Je suis très heureux d'avoir pu le faire. Mais je crois que ça fonctionne bien, en tout cas par ici.
Alors, ce qui me plaît, c'est que d'avoir justement la lumière, cette luminosité quand on rentre dans l'appartement, que ce soit en été ou en hiver, surtout en hiver, c'est très agréable. Et puis, cet espace, et puis de se sentir, quand on sort de l'extérieur, dans tout le bruit, dans tout le tumulte, on rentre dans un appartement très agréable et c'est reposant. Surtout le soir, c'est vraiment reposant. Voilà. Alors avant, on était vraiment dans un appartement entre 4 murs, voilà, et avec 3 fenêtres. Et en été, il faisait vraiment très très chaud, et en hiver vraiment très très froid. On était plutôt à l'étroit. Et là aujourd'hui, j'ai un espace en plus et qui donne sur l'extérieur, donc on n'a pas l'impression d'être enfermé, d'être emprisonné, et je me sens bien. Et on n'a pas l'impression d'être dans un immeuble. On a l'impression d'être dans une maison, voilà, et voilà, et d'avoir une vue sur l'extérieur. On a un peu de verdure du haut, mais on voit tout en bas et tout, et une magnifique vue, voilà, et sur la Tour Eiffel, quoi. C'est extraordinaire. Et donc, dans les débuts, ils sont venus nous voir, présenter le projet, et chaque locataire a été pris à part pour nous présenter un petit peu le déroulement. J'ai été en appartement relais dans l'immeuble. Voilà, j'ai eu cette chance, comme d'autres ont été à l'extérieur. Pendant combien de temps? Pendant plus de 8 mois, je crois, 6-8 mois. Et au bout d'un moment, c'était insupportable parce qu'on avait envie d'être chez soi. On était plutôt limité dans l'appartement. Et puis après, chaque jour, j'avais possibilité de venir voir un peu comment ça se passait. C'était bien. Et de voir l'évolution, d'où justement la possibilité d'avoir l'avis de pouvoir venir un peu tous les jours, de garder mon parquet d'origine. Et ça, c'était bien que d'autres ont eu un lino. C'est horrible. Et donc voilà, j'ai eu un peu. C'était mon appartement, c'était un appartement test. Donc j'avais un peu le choix, entre guillemets. Et voilà, et à un moment donné, je leur ai dit, rendez-moi mon appartement, au secours. Et voilà, et je suis contente. Et de découvrir au début, c'était un peu bizarre, on avait l'impression d'être ailleurs, d'avoir un autre logement. Et voilà, petit à petit, on s'y fait, on s'y habitue et tout. J'avais un peu de mal avec l'extérieur, justement, j'avais un peu le vertige. Et voilà, de voir tout autour de moi, de pouvoir tout dominer, en quelque sorte. Mais c'est vraiment un très très beau projet, un magnifique résultat, un beau test. Et on en profite, on a cette chance d'être dans un logement social. Quand on dit aux personnes, quand ils rentrent ici, ils font « Waouh !» Voilà, c'est ça en fait. Quand on voit ces expressions et tout, mais je suis contente. Et voilà. Et c'est vrai qu'il faut bien... On va la remercier, on va l'applaudir, Manuela Alba, qui a pris le temps qui a vraiment pris le temps de nous faire visiter son appartement et de nous raconter sa manière d'y vivre aujourd'hui. Il faut bien imaginer, hein, par rapport à, du coup, on le voyait tout à l'heure dans le reportage, on voyait l'immeuble plus largement dans le reportage, et ici précisément, il faut imaginer que Manuela Alba, derrière elle, la grande baie vitrée pleine de lumière qu'on a pu voir, il y a quelques années encore, il y a 15 ans, c'était un mur opaque avec une fenêtre de taille assez moyenne tout de même. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Hélène Schwörer, comment est-ce que ça s'est passé? Elle évoquait un appartement relais, Manuela Alba, pendant lequel elle a pu vivre quelques mois, le temps que les transformations se fassent dans son appartement. Ça implique, j'imagine, toute une manutention particulière. Oui, parce que donc c'est vrai que cette opération, elle s'est faite pratiquement en milieu occupé, même si des gens au sein de cet immeuble bénéficient de logements relais. Ce qui se passait, c'est il y a eu un gros travail, hein, par les maîtres d'œuvre de mise au point de ces parties qu'on venait rajouter entre la pièce en plus ou la loggia, le balcon. Donc tout avait été pensé pour que les personnes, entre guillemets, déménagent dans des logements relais. Le process faisait qu'on déposait, il y avait une journée pour déposer la façade, qui était, comme vous le disiez, hein, à lèche pleine des années 80 avec un peu d'amiante, et puis les fenêtres PVC. Et donc l'entreprise venait dans la journée
installer, entre guillemets, le système préfabriqué de ces pièces en plus, de ces loggias. Après, ben, il y avait bien sûr tous les raccordements à faire. Il y avait aussi des reprises dans les pièces humides. Donc, ça, voilà, en moyenne, il y avait 3-4 mois de travaux dans les logements. Il fallait aussi, bien entendu, regrouper au centre du logement tous les affaires personnelles. Les gens ne partaient dans les logements relais qu'avec un minimum de leurs affaires. Donc, ça a été, c'est vrai, très compliqué, quoi. Je reconnais que pendant tout le chantier, les locataires ont fait preuve, je pense, de beaucoup de patience. Voilà, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, on referait ça dans telles conditions, quoi, voilà. Mais c'est vrai que, de fait, les gens étaient là tous les jours, allaient dans leur logement, pouvaient vérifier, pouvaient changer aussi, dire, bah non, en fin de compte, la cloison, j'ai plus envie qu'elle soit là, je préfère qu'elle soit un peu déplacée. Et puis Voilà. le Et donc, lino, c'est pas terrible, hein. non, bah non, mais nous, on est contre le lino, hein, et c'est vrai que dans les années 60, l'avantage, c'est qu'on a des parquets qui sont souvent été recouverts dans des années d'un lino, et quand on les retire, on a des super parquets qu'on récupère. Et justement, alors vous disiez à l'instant, si on devait le refaire, on ne referait pas exactement de la même manière. Qu'est-ce qu'il est prévu aujourd'hui? Vous parliez de la tour Poissonnier de Raymond Lopez également, sur laquelle vous avez un travail de réhabilitation également. J'imagine qu'on peut en trouver beaucoup d'autres dans votre parc, des bâtiments de cette période-là, et même peut-être antérieure, qui sont amenés à être transformés. Qu'est-ce que vous en retirez comme expérience de cette tour Bois-le-Prêtre? Euh, Après, bon, voilà, par exemple, sur la porte des poissonniers, ça va pas être du copier-coller, parce que là aussi, on change, entre guillemets, de produit logement. Euh, elle était beaucoup plus, je veux dire, elle est moins bien située, entre guillemets, en termes urbains. Elle s'inscrit aussi dans le cadre de l'ANRU 2. Elle serait inscrite plutôt aussi dans un projet de développement de quartier universitaire avec l'université Condorcet, avec Sorbonne sur la porte d'Aubervilliers, pas d'Aubervilliers, de Clignancourt, excusez-moi. Voilà. Donc il y avait une volonté aussi dans ce projet, par contre, de changer de produit. Donc l'ensemble des locataires ont été relogés sur Poissonnier au fil du temps, parce qu'elle était vraiment très, très, très fatiguée. Et donc là, on part sur une opération, parce que la trame le permet, justement, le plan libre, enfin voilà, poteau-poutre, de faire du logement spécifique, du logement étudiant. Et là, de travailler aussi avec des étudiants, avec les maîtres d'œuvre bien sûr, sur des typologies de logement un peu différentes de ce qu'on trouve aujourd'hui dans une résidence universitaire classique. Mais sur, Voilà. sur la forme, sur la manière de faire, Sur la manière de faire, je pense que là, alors aujourd'hui, là, on va mettre en œuvre, on a eu le retour de l'ANRU sur Champigny et Chenevière. Donc là, on va regarder aussi finement la mutation de certains immeubles qui nécessitent aussi d'évoluer pour répondre aux besoins des familles qui vivent depuis longtemps. Malheureusement, il y a d'autres qui vont être démolis, mais ça, après, c'est des fois un peu difficile d'avoir tout ce qu'on veut dans les projets ANRU, mais bon. C'est comme ça. Et ensuite, globalement, ça nous a permis aussi vraiment de mettre en œuvre nos réhabilitations aujourd'hui d'un patrimoine beaucoup plus ancien, qui est le patrimoine d'avant 48, qui est le patrimoine HBM, où là aussi l'obsolescence, entre guillemets, hein, des logements, des bâtiments, en termes de composants, qui répondent plus du tout aussi aux attentes des familles, parce que ce sont des petits logements. Ces familles aussi, elles ont évolué. On a, comme le soulignait tout à l'heure votre invité, aussi beaucoup de personnes âgées. Donc, il faut aussi que là, on travaille avec eux au plus près pour voir un peu comment on fait évoluer leur logement. Voilà. Donc, je pense que Bois-le-Prêtre, ça a aussi marqué pour nous un début de manière de concerter et de travailler avec les habitants. on va, peut-être on a encore quelques minutes pour terminer la matinée, profitant du fait que vous soyez là, Hélène Schwerer, on va peut-être allumer la salle et voir si l'un ou l'une d'entre vous veut poser une question à Hélène Schwerer, directrice générale adjointe de Paris Habitat, à propos de la tour Bois-le-Prêtre, à propos peut-être plus largement du rôle aussi des bailleurs sociaux dans cette histoire de l'architecture de logement qu'on a pu commencer à étudier depuis ce matin. Je vois qu'on a une question par ici, mais alors, est-ce que on a une question juste là, si vous voulez bien lever la main bien haut, s'il vous plaît. Voilà, et on vous voit. Et on va vous amener le micro, et Hélène Schwerer vous entend également. Et si vous voulez bien vous présenter, comme on le disait tout à l'heure, s'il vous plaît. Oui,
Bonjour, Guillaume Vinchon, Maison de l'Architecture des Hauts-de-France. Je voulais juste essayer de contextualiser un petit peu, parce que je crois que le cas de Paris est très spécifique. On a eu justement près de nous, chez nous, il y a des réhabilitations récentes de HBM, justement, 1932, du très beau patrimoine. Et elle a mis longtemps à se faire, entre autres. Je crois que le bailleur social voulait le faire depuis longtemps, pour des raisons financières, y compris pour les locataires. Et je pense que c'est pas la même chose en termes d'attractivité. Il y avait des loyers qui étaient à hauteur de peut-être autour de 400 €. Et le fait qu'on réhabilite, ça a changé la donne. Je voulais qu'on parle un peu de cet impact financier et puis comment ça pouvait se passer pour les locataires. Hélène Schwerer. Alors, pour les locataires, d'abord, dire que c'est vrai que ces logements, pour les locataires, enfin, c'est parmi les loyers les plus faibles, hein, les HBM. On est en dessous d'un loyer PLAI. Comme vous le soulignez, on a aussi beaucoup de gens qui sont fragiles dans ces immeubles en termes économiques. Donc, on n'est vraiment pas là pour les fragiliser. Voilà. Donc, on a aussi des montages un peu spécifiques à Paris. Je suis désolée d'être voilà, encore dans la particularité, qui fait qu'aujourd'hui, la ville de Paris nous accompagne beaucoup alors, sur tout ce qui est transition environnementale. Donc, on a des subventions importantes. La ville complète ses subventions aussi au-delà du plan climat pour la réhabilitation, l'évolution de ces logements. On reçoit aussi des financements spécifiques pour dès qu'on a des matériaux biosourcés ou qu'on est dans le réemploi. Donc, globalement, on a entre 22 et 27% de subventions de la ville de Paris. Après, bien entendu, on fait comme tout le monde, on va chercher du prêt, des prêts que vous connaissez tous, un peu sur le long terme. On a les exonérations de TFPB, et puis on met des fonds propres. Voilà, c'est quand même notre patrimoine. Alors nous, on est dans une volonté de surtout pas vendre notre patrimoine, mais de se dire qu'on investit pour le très très long terme. Donc c'est vrai que ces opérations coûtent très cher. Et après, les loyers sont faibles. En surface corrigée, ils sont plutôt autour de 3,20 €. Bien entendu, on peut toujours aller au loyer plafond de cette catégorie qui est plutôt 3,70 €. Et là, après, enfin, dans notre démarche, comme les locataires sont vraiment partie prenante dans l'évolution de leur logement, on fait voter les locataires, les projets de réhabilitation. S'ils s'opposent au projet, si on n'arrivait pas à les convaincre, ils votent contre, donc on ne peut pas mener correctement nos opérations. Donc c'est au moment du vote aussi, avant le vote, on travaille avec eux en concertation, qu'on fait des simulations d'évolution de leur quittance. Voilà. Mais parce que Donc, c'est vrai on adapte au cas par cas pour que le taux d'effort des personnes qu'on loge n'évolue pas. Voilà. D'un côté, on voit ce qui est possible, jusqu'où ils sont aidés, et puis il y a cette participation aussi au titre des économies d'énergie. Et voilà, c'est vraiment, quand les gens votent les opérations, ils ont une notion, enfin, voilà, ils connaissent parfaitement l'évolution de leur loyer à terme après réhabilitation. Alors là, moi, je suis contente, cette semaine, on a eu 2 votes positifs d'opérations de réhabilitation, parce que justement, je pense que ce travail que font les équipes de Paris Habitat auprès des locataires, et puis surtout des maîtres d'œuvre, voilà, font que aujourd'hui, les projets sortent. Mais on est bien là pour travailler, ne surtout pas fragiliser économiquement les locataires. Alors, on a une autre question un petit peu plus loin dans la salle. Je vais vous demander à nouveau de vous présenter, si vous le voulez bien. Merci. Donc Patrick Vétier, la Maison de l'Architecture de Poitiers. Longtemps, vous avez parlé de l'image de marque du logement social, la façon dont il était effectivement perçu. Longtemps, le logement social était un lieu d'innovation et de nouvelles propositions en termes d'habitat. Aujourd'hui, beaucoup de bailleurs sociaux se tournent vers la VFA et laissent la main plutôt à une forme de construction à bas coût. Et là, ça devient effectivement problématique. Et on a pu bien le voir d'ailleurs dans le témoignage précédent avec Adam Pugliese et Maxime Faure, effectivement. Exactement, ça se rejoint. Et aujourd'hui, la place de l'habitant est quand même tout à fait primordiale et que cette place aujourd'hui n'existe plus dans ce système de VFA. Est-ce qu'il ne serait pas l'occasion aujourd'hui de reprendre, on va dire, de la place en tant qu'acteur de l'innovation, notamment en matière de réhabilitation, et d'être exemplaire? Quand je discute effectivement avec les bailleurs sociaux de
de ma région, ils ont l'impression d'arriver au bout d'un système. Ils ont l'impression de s'être fait taper sur les doigts parce qu'on leur a supprimé un certain nombre, effectivement, de subventions et d'aides, effectivement, de la part de l'État. Donc, ils sont plutôt vexés. Voilà, j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens qui sont aujourd'hui plutôt désemparés, plutôt pessimistes, et qu'il est peut-être temps aujourd'hui de basculer et de montrer qu'effectivement le logement social reste un acteur fondamental, et on l'a vu là dans l'historique qui a été fait sur la région Bretagne, que aujourd'hui le modèle du logement social reste un modèle emblématique. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène Schwerer, en ayant bien en tête aussi, on parlait de plusieurs villes, depuis tout à l'heure, on a eu les Hauts-de-France, on a Poitiers, que la situation parisienne de Paris Habitat peut aussi peut-être, je ne sais pas si ça facilite certaines choses, en tout cas, ça rend les problématiques différentes peut-être. Mais je reconnais que travailler à Paris, c'est quand même très privilégié parce que le logement social, c'est très porté. Je veux dire, c'est même revendiqué, c'est une priorité. Alors qu'il y a beaucoup de villes, on le sait, où le logement social, voilà, c'est pas la tasse de thé de beaucoup d'élus. Voilà. Moi, je le reconnais que je travaille dans un contexte très, très favorable. Voilà. Alors là, pareil, je veux dire, privilégié, nous, les VFA, on en fait très, très, très peu. Je veux dire, on revendique vraiment, en tant que bailleurs sociaux, et je ne suis pas la seule à Paris, donc là, de se dire qu'on maîtrise nos opérations. On n'est pas dans des logiques de nous développer comme certains autres qu'à travers des VFA. Je pense que là aussi, on n'achète pas les mêmes produits en VFA que ceux qu'on produit. Ceux qui achètent des VFA, on est clair, ils achètent des produits financiers. Ça veut dire ceux qui ont sorti ces logements-là, là, ce sont des produits financiers comme d'autres produits financiers. Alors que quand un bailleur social comme Paris Habitat, et il y en a d'autres, heureusement, investissent, c'est parce que c'est du bien commun. Je veux dire, on gagne 1 euro, on réinvestit 1 euro. On ne reverse pas des dividendes je ne sais plus parler, je suis désolée. Voilà, on ne reverse pas de dividendes. Donc clairement, quand on investit, on a toujours des notions de se dire on investit sur le très très long terme. Voilà. Donc je pense que on a toujours revendiqué de faire très très peu de VFA. Alors, on a fait certaines parce que les conditions financières nous obligeaient à le faire. Ou certains sites comme la Samaritaine, où là, pour sortir la Samaritaine, on n'aurait pas pu le faire tout seul. Donc clairement, il y a eu un partenariat qui a été fait et qui nous a permis de livrer dans de très bonnes conditions 96 logements sociaux. Mais globalement, 95-99% de notre production, nous, est issue de notre propre maîtrise d'ouvrage. Voilà. Donc, parce que, comme vous le disiez, on répond aux besoins de nos clients, de nos habitants, ce que ne font pas certains autres constructeurs. Après, moi je le dis aussi, c'est depuis ces années où les bailleurs ont travaillé beaucoup sur la quantité et pas sur la qualité. Ils ont perdu aussi un savoir-faire au sein de leur entreprise, au sein de leur office, avec des maîtrises d'ouvrage aujourd'hui qui sont souvent un peu peau de chagrin au sein de ces structures. Donc, il y a toute une reprofessionnalisation aussi à avoir pour accompagner. Merci beaucoup Hélène Schwerer. Je précise, si vous avez eu des frustrations, je vois qu'il y a encore des mains qui se lèvent, et forcément parce que le sujet est passionnant, on va pouvoir en fin de journée, dans le cadre de notre discussion conclusive, on va beaucoup vous laisser la parole, et notamment sur cette question-là de la place des bailleurs et du logement social dans la qualité du logement, puisque c'est le sujet de notre discussion. Un grand merci Hélène Schwerer. Très bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.